Bienvenue dans Réussite, votre mag éco réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Nous allons vous raconter l'histoire d'une renaissance, l'histoire d'une entreprise qui a failli disparaître après 30 ans d'activité, mais qui revit depuis 6 ans maintenant. Assez de mystère, je vous laisse découvrir le sommaire. Sébastien Revel est le grand témoin de réussite. Il dirige Iseco, situé à Saint-Phal. L'entreprise produit des chariots pour les distributions de repas, notamment dans les hôpitaux ou les maisons de retraite, par exemple. Une PME qui a connu ses heures de gloire à la fin du siècle dernier, mais qui a failli mourir, dépassée par la concurrence. Reprise par une société lyonnaise il y a 6 ans, Iseco renaît de ses cendres. Sébastien Revel nous expliquera pourquoi. Une nouvelle chronique à découvrir dans Réussite, la CCI avec vous. L'occasion de mettre en lumière les actions et les animations organisées par la Chambre de commerce et de l'industrie. Son président Sylvain Convert est dans notre studio. Il nous parlera de la conjoncture économique, des actions menées pour favoriser le recyclage des déchets d'activités économiques, les fameux DAE. Et nous évoquerons également l'avenir de l'espace réglé où siège la CCI. Sébastien Revel, Iseco, avant qu'il ne soit repris par le groupe électrocalorique, c'était déjà une longue histoire. C'est une très longue histoire puisqu'on est sur une marque qui a débuté à la fin du 19e siècle, à l'origine dans les Vosges. Pour le coup, la marque Iseco remonte à 1860. Donc c'est une marque significative et qui a fait sa réputation et qui a construit sa notoriété sur la notion de transport de repas. Donc on fait un rapport avec le 21e siècle, alors que nous sommes au 19e, par la fabrication de conteneurs isothermes. Pour les plus anciens qui n'existent plus aujourd'hui, on parle d'une localisation qui est sur Plombières-les-Bains. L'entreprise existe toujours physiquement avec une partie de l'atelier qui est collée à une colline pour bénéficier du refroidissement, on va dire, d'une source d'eau qui arrivait de cette colline par rapport à des conteneurs isothermes particulièrement prisés par nos services nationaux, dont l'armée. Voilà. Alors, dans l'Aube, elle s'est développée largement. Il y a eu jusqu'à 200 personnes. Et puis, comme l'a dit Fabrice dans son intro, elle s'est fait dépasser par la concurrence. Elle était peut-être trop généraliste. Donc, ça a failli mal finir parce qu'elle a eu, dans les 20 dernières années, quelques péripéties. Alors, dans les 20 dernières années, on parle d'à minima un dépôt de bilan et d'une liquidation. Une liquidation, effectivement, qui est arrivée et qui s'est concrétisée en 2017, le 1er juin pour être précis, avec une notion de cessation des paiements. Une marque qui a cette antériorité et qui a surtout une résonance forte sur un marché national et international ne peut pas disparaître. Donc, et justement, en 2017, Électrocalorique rachète Iseco et vous demande de développer le site à Saint-Phal. Quelles sont vos premières décisions en 2017 ? Alors, ça va un petit peu au-delà. Ça va un petit peu au-delà puisque Électrocalorique est un concurrent direct d'Iseco. Pour vous dévoiler certaines choses, pour ma part, j'ai travaillé jusqu'en 2017 pour la société Électrocalorique. Donc, je suis passé d'un jour à l'autre, d'un côté à l'autre de la force ou de la faiblesse, peu importe. Mais en attendant, ce sont des destins croisés. Donc, première étape de la fusée, c'est de dire 2 personnes, une entité physique et une entité sociétale reprennent l'entreprise. En l'occurrence, Ortecal Conseil, le holding de Jérôme Brossat, président, et moi, à titre personnel, nous investissons dans la reprise d'Iseco SAS. D'accord. Alors, la décision principale, on va dire, quand vous prenez Iseco, votre but, c'est quoi ? Très clairement. Et c'est tout sauf une vue de l'esprit, c'est une stratégie globale. C'est de dire, aujourd'hui, on a un marché qui évolue fortement avec des décideurs de plus en plus gros et significatifs. Quand je parle de ça, on va pouvoir parler de la notion de GHT, groupement d'hospitaliers de territoire, où les hôpitaux publics se regroupent pour mutualiser certaines fonctions et avoir plus d'efficience sur des fonctions support, les achats, la logistique, et ainsi de suite. Ça veut dire aussi qu'en face, les candidats à l'offre industrielle doivent s'organiser pour être au rendez-vous, en termes de capacité de production, en termes d'offres techniques. C'était une manière de grossir et d'être, on va dire, en adéquation avec les acheteurs, si je puis dire. Au niveau national, oui, et également par rebond sur un marché international,
avec des pays émergents qui commencent à s'intéresser à nos offres, de par des conditions sanitaires que chacun comprend de façon évidente aujourd'hui, c'est qu'une denrée doit être servie à une température pour être conforme. Justement, on va revenir à ça et aux produits, à ce que vous fabriquez. Vous avez concentré votre activité sur la création donc, de chariots de distribution de repas à destination d'établissements collectifs comme les hôpitaux ou les maisons de retraite. Vos produits disposent d'atouts qui vous permettent de vous démarquer de la concurrence. Ils permettent aussi de faciliter cette distribution d'alimentation. On en fait la découverte avec ce reportage signé Aurélie Juigné. Du chauffe-assiette des années 90 aux chariots actuels, il y a eu bien des évolutions. Ce modèle est destiné à des repas servis sur plateau, essentiellement pour des séjours de courte durée, dans les hôpitaux par exemple. Vous avez un plateau pour la distribution avec un côté froid et un côté chaud. Donc dans les cuisines, on prépare les plateaux et ensuite on vient glisser nos plateaux. On a un compartiment froid qui va descendre et maintenir une température de 3 degrés. Et pour la partie chaude, on a une montée en température qui va aller jusqu'à 70 degrés. Il n'y a aucune déperdition d'énergie entre les deux. Mixer chaud et froid dans un même compartiment permet de garder chaque aliment à bonne température pour l'usager. Les technologies utilisées, à savoir le thermocontact et la détection, garantissent un usage efficient de l'énergie. Nos produits ont surtout été développés dans une économie durable. C'est-à-dire que nous avons des technologies qui permettent de baisser sensiblement la consommation d'électricité. Le chariot ne chauffe pas s'il ne détecte pas un plateau. Sur tous nos plateaux, nous avons un aimant avec un système de détection qui est gardé secret et qui fait justement, si vous mettez sur un niveau 18 plateaux, les deux niveaux qui n'ont pas de plateau, les plaques ne chauffent pas, donc ça évite de consommer d'électricité inutilement. Ce chariot est étudié pour être facilement manié par les agents. Il est aussi transportable en camion lorsque les repas sont préparés par une cuisine centrale à distance des structures. D'autres modèles correspondent à un usage buffet destiné à de plus longs séjours comme en maison de retraite. Ici, compartiments froids et chauds sont séparés. Différentes températures permettent de multiplier l'offre de plats. On a des dessus chauffants qui permettent justement de maintenir les produits à bonne température à l'intérieur de la cavité, mais aussi à l'extérieur. L'enjeu principal, voilà, c'est de stimuler en fait, l'appétit des patients en proposant divers choix d'aliments pour donner envie à travers les couleurs et les odeurs et d'avoir quelque chose de vraiment convivial. Les décors sont personnalisables. Sur ces chariots, l'inox est travaillé sur place, ainsi que l'assemblage des éléments et leur contrôle final pièce par pièce. Objectif, garantir la qualité et la durabilité des chariots pour plusieurs dizaines d'années. Sébastien Revel, on s'imagine un chariot, c'est lourd, on s'imagine que c'est une fabrication et une destination franco-française. Or, vous exportez 60% de vos chariots à l'étranger. Comment ça se fait ? Jusqu'en Australie. Jusqu'en Australie, oui. Comment ça se fait ? Si je prends l'échelle du groupe, ça va encore au-delà, puisqu'on a tous les continents effectivement couverts, et des pays un petit peu exotiques pour français que nous sommes, mais comme l'Angola par exemple. Comment ça se fait ? C'est ni plus ni moins qu'une tendance de marché qui remonte dans les années 70 avec une petite société qui s'appelle Sodexo, ça vous parle peut-être, qui ont commencé à réfléchir à un process permettant de fabriquer les préparations à consommer en amont de leur consommation. Donc ce qui sera consommé le dimanche sera préparé le vendredi, avec en toile de fond un schéma organisationnel permettant d'éviter à faire appel à des ressources sur le week-end pour malgré tout pouvoir nourrir des gens. Et cette tête de pont, en fait, Sodexo a permis aussi de faire de la recherche dans ce secteur, et ce qui a permis aussi à des entreprises comme vous de se développer en France et pas forcément ailleurs. Et c'est peut-être aussi, pardonnez-moi, le fait que dans le monde, vous n'êtes pas tant d'acteurs que ça sur ce secteur-là. Alors, aussi bizarre que cela puisse paraître, des hôpitaux, il y en a dans le monde entier, des cliniques, il y en a dans le monde entier. Et pour autant, j'ose dire que dans le monde entier, nous sommes une dizaine ou une douzaine de fabricants, dont 3 sont français, on peut le revendiquer. Nous avons 2 Italiens en face de nous et après des marques un petit peu plus locales. Mais on est sur un marché, effectivement, de niche, avec peu d'acteurs, puisqu'on n'est pas sur des quantités industrielles significatives
qui permettent d'automatiser des lignes de production et d'envisager des productions de masse. On est sur des industries qui se veulent à forte valeur ajoutée, avec des savoir-faire qui vont se chercher uniquement par des hommes et non pas par des machines. Depuis 2017, quel bilan pour Iseco? Alors, un bilan, on va dire, commercial, activité Moi, je vais partager avec vous un bilan personnel. Et c'est une grande fierté, une très grande fierté. On est parti de rien, on n'avait rien. On fait donc 6 exercices comptables pour parler de choses financières, 6 exercices comptables qui se traduisent par une progression en termes de cotation Banque de France pour arriver au niveau de 3G+. On arrive à une indépendance financière par rapport à un groupe et on arrive à une légitimité qui permet aujourd'hui d'intégrer le site de Saint-Phal dans un groupe qui a une vocation forte, qui pèse aujourd'hui 180 collaborateurs pour 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il a facilité ce redressement, le fait d'appartenir à un groupe? Non. L'appartenance au groupe a été un challenge. D'accord. L'appartenance au groupe... Pour faire sa place. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est dans l'ADN du groupe. C'est de dire, si tu veux faire quelque chose, eh ben, démerde-toi. Une autre fierté, sans doute, c'est que vous avez aussi créé des emplois, une petite douzaine, et même des emplois qui donnent la place à des personnels handicapés. Oui, alors, la première chose, c'est, et là je vais revendiquer une valeur du groupe, mais qui est vraie sur Saint-Phal. Saint-Phal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le sud-ouest du Grand Est. Ce sont 460 habitants sur un village, effectivement, qui est le long de la nationale pour aller sur Auxerre ou pour aller sur Troyes quand on part d'Auxerre. C'est en pleine ruralité. On est en ruralité, oui. Et vous avez voulu maintenir le site en ruralité. Ça va au-delà puisque Jérôme Brossat, président, et moi avons racheté les bâtiments. Alors, l'un des choix aurait pu être de dire on sort du contexte Saint-Phal pour s'installer en périphérie de Troyes. Votre collaboratrice est venue sur site. C'est un site il s'est passé quelque chose. Comme je le précisais, on est sur une marque qui a plus de 100 ans, qui a débuté au 19e. On est sur un site qui a plus de 60 ans. Il y a plus de 200 personnes qui sont venues ici. On est sur des valeurs qui correspondent à notre valeur de groupe. Voilà. Et donc vous êtes dans la fierté de maintenir ce site dans sa réalité et ses valeurs, et aussi dans la fait d'intégrer des personnes handicapées. Quelle est l'action que vous avez faite, pour être très concret? Très concrètement, quand vous êtes à 25 km de Troyes, dans le sud-ouest du Grand Est, vous êtes en déficit de candidats sur nos métiers. Donc à un moment donné, il faut faire preuve d'agilité. Cette agilité, elle passe par ouvrir le périmètre en disant on va d'abord privilégier des gens qui ont envie, et le savoir-faire, on l'a en interne, on le transmettra. Des candidats se sont présentés. On a eu besoin de monde, on en a encore besoin aujourd'hui, et nous nous sommes autorisés toutes les possibilités envisageables, dont effectivement une collaboration avec une entreprise adaptée, en partant du principe de construire un atelier, puisque nous n'avions pas de candidats, ou très peu de candidats, en disant on va créer un atelier, on en reparlera peut-être après, mais qui va nous permettre d'apprendre à des personnes qui n'ont pas de connaissances pour rebondir après sur nos lignes de production. Alors, à l'origine, ça, on l'imaginait, si vous voulez, avec des jeunes en déficit par rapport à un parcours scolaire qui peut être discutable. Et on l'a reconstruit avec une personne, David Desmoulins, qui s'est positionné comme étant un apporteur de solutions. Aujourd'hui, maintenant, quelles sont vos perspectives d'avenir, en étant assez court dans la réponse? Vous êtes optimiste pour les 5 à 10 ans à venir? Il y a quoi? Voilà. Est-ce qu'il y a un élan qui est là? Alors, sachez qu'au sein du groupe, de toute façon, rien n'est fait de façon éphémère. Quand je parle du groupe, je voudrais simplement préciser une chose, c'est que nous avons eu un site de production qui est sur la commune de Châteldon aujourd'hui, que tout le monde connaît. Le Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme, effectivement, l'eau du Roi-Soleil. Vous êtes sur une commune qui est similaire à Saint-Phal et où on a grosso modo 46 collaborateurs qui sont présents. À côté de Châteldon, vous avez une commune qui s'appelle Puy-Guillaume, où on a une autre usine d'usinage, où on a 6 collaborateurs. Nous avons fêté les 100 ans d'électrocalorique il y a 5 ans. Iseco Saint-Phal, devenu électrocalorique Saint-Phal, a plus de 100 ans aussi. Châteldon a fêté ses 25 ans.
Usinov a fêté ses 6 ans, nous achetons des bâtiments aussi. Tout est fait pour perdurer. On ne fait rien pour le faire. Donc on fait les choses pour le faire durer. Donc le message, c'est que vous allez être au bois pour un bon bout de temps. Et Exactement. ça, c'était une manière de célébrer cette chose-là, de vous inviter dans l'émission. Dans quelques instants, la suite de Réussite avec un nouveau rendez-vous consacré à la CCI de Troyes et de l'Aube. A tout de suite. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bacassiers et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes implantée dans l'Aube, Lyon et à Paris, BDS Associés compte 150 collaborateurs qui sont tous à votre écoute pour vous conseiller et vous guider dans la gestion et le développement de votre entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs et la réussite de vos projets en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Venez pitcher votre projet pour le faire décoller à l'occasion des mercredis BDS. Retrouvez toutes les informations sur le site de BDS Associés. Et voici une nouvelle chronique dans Réussite, la CCI avec vous. Pendant quelques minutes, nous allons nous pencher sur les actions et les animations mises en place par la CCI de Troyes et de l'Aube, notre partenaire depuis 20 ans dans le cadre de cette émission. Un rendez-vous que vous allez retrouver chaque trimestre dorénavant. Et pour cette première, il paraissait naturel d'inviter le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Sylvain Convert. Bonjour. Bonjour. L'idée de cette chronique, c'est d'évoquer l'actualité de la CCI avec 3 sujets que l'on va aborder dans cette séquence. Tout d'abord, forcément, on va parler de la conjoncture économique dans l'Aube. Vous avez annoncé des chiffres en février dans une conférence avec la Banque de France. On a des signaux plutôt contradictoires. Comment vous pourriez décrire l'année 2023 pour les PME auboises ? C'est une gageure de vouloir décrire l'année 2023. Les conditions sont très contrastées, à la fois dans le temps et dans les activités. Il y a des activités qui vont plutôt bien. On peut parler de l'industrie en général ou du textile. Et puis les activités qui allaient bien en début d'année et qui vont beaucoup moins bien depuis le mois de mars, telles que l'hôtellerie-restauration, ou d'autres activités telles que le bâtiment qui commencent à être en souffrance aujourd'hui. Avec globalement, et c'est une nouveauté par rapport aux dernières présentations qu'on a faites, une baisse significative des marges brutes des entreprises. D'accord, donc des signaux quand même assez contrastés. Sébastien Revel, cette conjoncture économique qui a été présentée là, avec la Banque de France il y a quelques semaines, vous la vivez comment justement dans votre secteur ? Comme le disait M. Convert, dans l'industrie, j'ose dire qu'on a passé le plus dur, en apparence. On a passé le plus dur puisque nous avons vécu des variations de prix très très fortes sur des légitimités diverses et variées, mais aujourd'hui nous sommes sur un plateau haut mais stabilisé. Bon, c'est ce qu'on peut vous souhaiter de mieux. Justement, alors, depuis 3 ou 4 ans, Président, les entreprises, et surtout les PME, ont traversé de multiples obstacles, que ce soit le Covid et puis le cocktail qui mêle inflation, difficulté de recrutement, vous en avez parlé aussi tout à l'heure, et puis surtout dernièrement, coût de l'énergie. Comment les PME notamment
peuvent-elles faire face ou font-elles face à cette hausse de l'énergie qui impacte pour certains de façon très importante? Alors, il y en a qui y font face et il y en a qui ont des difficultés à y faire face, bien évidemment. Les entreprises marquent une très très forte résilience. C'est même surprenant au travers des crises qui se sont succédées. Le niveau d'inquiétude principal aujourd'hui majeur est revenu l'emploi. La difficulté à recruter du personnel, l'énergie est redevenue au deuxième volet. Un certain nombre d'actions ont été menées. L'État a engagé aussi des aides à ce niveau-là. Donc l'énergie reste préoccupante, mais c'est plus stabilisé aujourd'hui. Justement, à propos de l'énergie, rappelons qu'un point de contact CCI a été mis en place pour accompagner les entreprises face à la hausse des prix de l'énergie. Et afin de mieux connaître les aides mises en place par le gouvernement, vous pouvez contacter le 0805 484 484. On a parlé d'énergie, on peut aussi parler d'environnement. Il y a un deuxième sujet à évoquer avec vous, Sylvain Convert, c'est le sujet des DAE, ces fameux déchets d'activités économiques. Rapidement, qu'est-ce que c'est que ces DAE ? Eh bien, c'est tout ce que peut produire une entreprise, quelle que soit son activité, en termes de produits de fin de vie non utilisables dans son métier. Et ça concerne toutes les activités, y compris les activités de restauration. Et c'est un véritable enjeu pour les entreprises maintenant ? Oui, c'est un enjeu qui n'est pas suffisamment pris en compte au sein des entreprises. Jusqu'à maintenant, bon an, mal an, on s'est débrouillé en recyclant un certain nombre de produits, en identifiant un certain nombre de produits, mais à partir des réglementations de 2024, tous les produits considérés comme déchets devront être traités, récupérés. Alors, c'est une préoccupation pour les entreprises et pour les aider à y faire face, il y a une association qui a été créée dans l'Aube, c'est ça ? Fait. Nous avons créé, à l'initiative de la CCI et du SDEDA, donc qui est en charge, lui, des déchets ménagers, mais qui a une vraie compétence en termes de déchets, nous avons créé une structure associative dans laquelle on retrouve les deux autres chambres consulaires, CMA, Chambre d'agriculture, on y retrouve le MEDEF, la CPME et TCM, qui a la compétence du déchet économique sur le territoire. Alors cette association OBDAEV a élu un président, c'est Christian Bricou. Il nous explique dans une courte interview les enjeux, mais aussi les premières actions que compte mettre en place l'association. Vous rénovez votre maison, si c'est vous qui le faites, vous irez à la déchetterie. Si vous confiez les travaux à une entreprise, eh bien ça devient les déchets du bâtiment. Dans le textile, ça n'existe pas d'avoir un rouleau où les lisières sont parfaitement droites, propres, adaptées. On les a découpées. Qu'est-ce qu'on fait avec ces lisières ? Lorsque vous êtes dans les matériaux de la métallurgie, vous avez peut-être mis un produit en traitement de surface. Le fond du pot qui a servi à ce traitement de surface, on en fait quoi ? Donc en fait, la première chose, ça va être de recenser la totalité des solutions disponibles dans le département et à commencer déjà par les déchetteries. À qui sont-elles ouvertes ? Qu'est-ce qu'elles prennent ? Par exemple, il y a une entreprise qui, à partir de déchets plastiques qui vont être refondus, peut proposer des objets nouveaux. On peut aussi, effectivement, dans l'isolation thermique, imaginer récupérer des déchets textiles, broyés, etc. Mais il faut qu'on se mette autour de la table et de voir quels sont les besoins secteur par secteur pour voir finalement comment on peut avancer. Président, enfin, on va terminer par un symbole. Vous êtes propriétaire de l'espace réglé, là où siège la CCI depuis 12 ans maintenant. Vous allez accueillir au sein de ce bâtiment la Chambre d'agriculture de l'Aube. Pourquoi et quels sont les avantages peut-être pour l'une et l'autre de ces deux chambres consulaires majeures ? Alors pourquoi ? Tout d'abord parce que la Chambre d'agriculture, qui était copropriétaire d'un bâtiment rue Jeanne d'Arc, l'a vendu. Deuxième, et donc à la recherche d'un nouveau lieu d'implantation. Parallèlement, on a appris le départ de nos locaux de l'Est-Éclair Libération Champagne qui va se faire cet été 2023. Donc les éléments étaient réunis pour trouver une conjonction. À partir de là, ça nous permet d'offrir des services complémentaires et des services mutualisés aux utilisateurs des chambres consulaires, ne serait-ce tout d'abord au niveau de l'accueil, d'avoir un seul accueil, de pouvoir aussi avoir des actions sur les ressources humaines, chose importante à l'heure actuelle, sur le fichier, sur un certain nombre de sujets préoccupant l'ensemble des ressortissants. Et on peut espérer un jour voir la Chambre des métiers et de l'artisanat vous rejoindre pour former un pôle consulaire unique ?
On peut espérer, c'est ma volonté la plus profonde. D'ailleurs, nous avons gelé un espace de 500 mètres carrés à l'heure actuelle qui est libre à la CCI, enfin l'espace réglé, pour pouvoir accueillir la Chambre des métiers. Il y a une volonté locale très forte de venir nous rejoindre et de créer un vrai hôtel consulaire. Il y a une volonté Chambre des métiers régionale plus mitigée, mais je ne désespère pas d'arriver au bout de cette démarche. Très bien, en tout cas ce sera une belle actualité. Merci Sylvain Convert pour toutes ces informations. Merci Sébastien Revel pour votre participation à Réussite. On continue de parler de la CCI en terminant l'émission par votre agenda. Découvrez les rendez-vous du mois d'avril qui peuvent vous intéresser. Le 11 avril, à la CCI est organisé un atelier « Êtes-vous prêt à vous lancer ?» La CCI de Troyes et de l'Aube organise cette réunion d'information pour tout savoir sur la création d'entreprise, les aides possibles ou bien les statuts juridiques. Un autre atelier également vous est proposé le 12 avril, toujours à la CCI, sur la micro-entreprise. Vous voulez devenir micro-entrepreneur et vous ne savez pas comment gérer les démarches, des experts de la CCI sont là pour vous aider lors de cette réunion d'information. Toujours le 12 avril, à Nogent-sur-Seine est organisé un brainstorming sur la transformation digitale des entreprises de la communauté de communes du Nogentais. Commerçants, entreprises et acteurs du tourisme du secteur, venez participer à cet atelier de réflexion collective au programme vente en ligne, stratégie marketing, communication, visibilité ou bien encore sécurité. Enfin, le 20 avril, vous est proposé une matinale RH sur le thème « Faciliter vos démarches liées à la protection des salariés avec la CPAM et la CARSAT ». La CPAM de l'Aube et la CARSAT accompagnent les employeurs du département à travers des offres de services numériques facilitant leurs démarches liées à la protection des salariés. Venez les découvrir lors de cette matinale RH.